Dimanche 20 septembre 2020, vous êtes dans le 13h de RTI1. Bonjour et bienvenue. Pour un climat apaisé avant, pendant et après la présidentielle ivoirienne d'octobre, les églises protestantes évangéliques de Côte d'Ivoire ont prié hier samedi pour la paix et la stabilité dans le pays. C'était au siège de l'église à Yopougon avec plus d'1 millier de pasteurs et le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Souleymane Kaha, un village du département de Dabakala dans le Hambol, bénéficie désormais d'un chantier-école de la mine pour lutter contre l'orpaillage illicite. Le site qui a été inauguré par le ministre Jean-Claude Kouassi va permettre de former de nombreux jeunes sur les techniques d'exploitation minière. Les États-Unis assurent que les sanctions internationales contre l'Iran sont de nouveau mises en place. Contre l'avis des pays membres de l'ONU, des Américains promettent de punir quiconque les violerait. On se souvient, il y a un mois, le Conseil de sécurité avait rejeté une résolution des États-Unis contre l'Iran. L'autorité de régulation du système de récépissé d'entreposage, c'est un organe créé en juillet 2015. Une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle a pour mission notamment de réguler et contrôler le fonctionnement du système de récépissé d'entreposage et de mettre en place un système de contrôle de récépissé électronique fiable et sécurisé. Vous l'avez compris, le sujet du magazine du dimanche, c'est le système de récépissé d'entreposage. Et pour en parler, nous avons invité le directeur général de l'autorité de régulation du système, M. Justin Kofi. Bonjour, monsieur le directeur général. Bonjour, monsieur Diaby. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Nous sommes heureux de vous recevoir sur ce plateau du 13h. C'est nous. Après donc ces civilités, je vous dis à tout à l'heure. Le magazine, c'est dans 30 minutes. À tout à l'heure donc. L'autorité de régulation pour le magazine du dimanche. On prend tout de suite la direction de Yopougon au nord d'Abidjan. La plus grande commune de Côte d'Ivoire a abrité hier samedi un meeting animé par Ahmed Bakayoko. Le Premier ministre avait face à lui des milliers de jeunes partisans ou sympathisants du RHDP. Le Premier ministre les a appelés au calme et à une élection apaisée en octobre prochain. Le témoignage d'Éric Gorebi. La place Figayo de Yopougon sous contrôle des militants du RHDP. Ils ont envahi les lieux dès ce matin. Ce coup de sifflet annonce l'arrivée du Premier ministre de Côte d'Ivoire, son Excellence Ahmed Bakayoko. Et pour immortaliser cet événement, la presse est présente sous toutes ses formes et couleurs. Ça peut fumer pour que tout le monde entier le voit. L'arrivée du Premier ministre à cette rencontre a mis la foule dans un autre état, une foule en transe. Ahmed Bakayoko a communié avec le public avant de s'installer dans la tribune officielle. On est là pour l'avenir de nos enfants. Nous-mêmes, nous les femmes, on veut la paix, rien que la paix. L'initiateur de cette rencontre n'est autre que Touré Alpha Yaya. Yopougon! Yopougon! Désormais, Yopougon est pour Alassane Ouattara. Prenant la parole, Gilbert Kafana Kone, maire de Yopougon, a salué la présence d'Ahmed Bakayoko à cette cérémonie. Monsieur le Premier ministre, il n'y a pas mieux placé que vous pour indiquer la direction. Non seulement vous êtes Premier ministre, mais vous êtes relativement jeune. Pour sa part, Ahmed Bakayoko félicite les initiateurs avant d'ajouter. Je suis Premier ministre pour vous. Je suis là et mon action va s'inscrire dans la considération que l'État, dans le soutien que l'État doit avoir envers la jeunesse. Et cela passe par des élections apaisées, à un environnement de paix. Beaucoup de gens parlent de la Côte d'Ivoire, mais ils ne savent pas ce que la Côte d'Ivoire est devenue aujourd'hui. Ils ne savent pas que la Côte d'Ivoire a changé. Ils ne savent pas que les jeunes de Côte d'Ivoire travaillent. Ils ne savent pas que les jeunes sont concentrés sur leur avenir, sur leur destin. Ils ne savent pas que la Côte d'Ivoire de la jeunesse
qu'on pouvait manipuler, c'est fini. Que la Côte d'Ivoire de la jeunesse qui prospère dans la violence, c'est fini. Parce que les jeunes aujourd'hui, ils veulent du concret dans leur quotidien. Et c'est ce que le président Alassane Ouattara vous offre. Son bilan est clair, son bilan est là. Chacun est témoin de ce qui a été réalisé pendant 10 ans pour la paix, la réconciliation, pour l'école, pour la santé. Chacun est conscient que la Côte d'Ivoire a changé. Ce meeting de Yopougon a enregistré de nombreux militants d'autres partis qui décident de rejoindre le RHDP. L'élection présidentielle en Côte d'Ivoire est prévue pour le 31 octobre prochain. Éric Gorebi, vous l'avez dit, la prochaine présidentielle ivoirienne aura donc lieu le 31 octobre prochain et c'est dans 41 jours exactement. Les Ivoiriens, dans leur grand ensemble, souhaitent que la période électorale soit apaisée, sans violence. C'est en ce sens que les fidèles des églises protestantes évangéliques de Côte d'Ivoire ont prié hier samedi pour la paix et la stabilité dans le pays. C'était en présence du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Walter Amadou Ouattara. Commune de Yopougon, auditorium du siège de l'église protestante baptiste Œuvre et Mission Internationale. Plus de 1000 pasteurs issus des églises protestantes évangéliques de Côte d'Ivoire prient pour la paix et pour les autorités du pays. Nous déclarons paix sur les élections, nous déclarons paix sur la Côte d'Ivoire, victoire dans le nom de Jésus-Christ. Cette rencontre est placée sous l'autorité spirituelle du révérend Robert Dion-Yaye. L'homme de Dieu exhorte les Ivoiriens à contribuer davantage à la cohésion sociale. C'est la première fois que le corps protestant évangélique reçoit un premier ministre. Prier pour une autorité, prier pour un roi, prier pour un président, ça c'est assurer la paix. Si personne ne prie, comment nous pourrions avoir la paix? Le Premier ministre Ahmed Bakayoko apprécie l'initiative. Le chef du gouvernement s'engage à soutenir cette église dans ses efforts pour la paix et la quiétude. Donc ma venue ici, c'est pour vous apporter mon respect, ma considération, celle du gouvernement, et indiquer que nous allons ouvrir un nouveau chapitre dans notre relation qui va prendre en compte l'essentiel de vos préoccupations. C'est dans la paix, dans l'unité, comme vous l'avez dit, vous l'avez récité dans la Bible, qu'on peut avoir un environnement paisible et tranquille. Nous tous, on va passer et on passe. Mais ce qui reste, c'est cette terre-là dont le pasteur Dion a parlé, ce pays qui ne nous appartient pas, qui appartient à nos devanciers et qui appartient aux générations qui arrivent. Plus que tout, nous devons préserver notre terre. Et moi, je crois en la force de votre prière. Avant les séances de prière, le Premier ministre Ahmed Bakayoko a visité les locaux de l'église protestante baptiste Œuvre et Mission Internationale. La paix rend les peuples plus heureux et ceux qui aiment la paix doivent apprendre à s'organiser efficacement. À Bilimino, dans le département de Kong, on s'organise pour cette paix si chère à leurs yeux, la paix pour la Côte d'Ivoire, une élection présidentielle paisible et sans violence. Kader Sogodogo pour RTI Boaki. Mosquée principale de la sous-préfecture de Bilimino. L'heure est à la prière pour la paix en Côte d'Ivoire. L'initiative est à mettre à l'actif de Bamorfi Kamagaté, le député de la circonscription. Il a également demandé une prière pour le président de la République, Alassane Ouattara. Cette cérémonie de prière a vu la participation de l'imam Kamagaté, grand imam de Bilimino. Lecture coranique, prêche. Tous ont souhaité voir l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire se dérouler dans un climat apaisé. Une initiative saluée par le ministre des Affaires présidentielles, Téné Birahima Ouattara, représenté pour la circonstance. C'est une forte délégation qui est venue se joindre au député Bamorfi Kamagaté pour la lecture coranique.
on vient de finir la lecture coranique. Comme le disaient nos ancêtres, nos parents, quand on fait pareille prière et que la pluie tombe, on dit que c'est béni. Et la pluie est en train de tomber abondamment. Donc ça veut dire que nous avons prié sérieusement et proprement. Et nous savons que nos ancêtres sont contents de nous. Je pense que nous allons retourner en paix pour que la paix reste dans ce pays. Et les élections à venir, tout se passe bien. La cérémonie a pris fin, toujours dans le même esprit, la paix partout en Côte d'Ivoire. Et quand on est en paix, les projets peuvent voir le jour pour le bien-être des populations. Souleymane Ka, par exemple, c'est dans le département de Dabakala, au nord-est de la Côte d'Ivoire, région du Hambol. À Souleymane Ka, donc, il existe désormais un chantier-école pour lutter contre l'orpaillage illicite. Une école où les apprenants bénéficieront de plusieurs mois de formation sur les techniques d'exploitation minière. Le reportage de Djeneba Ouattara de la station régionale RTI Bouaké. L'orpaillage clandestin, phénomène devenu récurrent en Côte d'Ivoire. Un fléau qui a des conséquences négatives sur la vie des populations et sur l'environnement. Entre autres, dégradation des terres, pollution des cours d'eau, insécurité, consommation de la drogue, prostitution et exploitation des enfants. Pour assainir le secteur, le gouvernement installe des chantiers écoles de la petite mine à travers le pays. C'est dans cette optique que Souleymane Ka, village du département de Dabakala, vient de bénéficier d'un chantier-école. 9e du genre après celui de Bozi à Boisflé en janvier 2019. L'ouverture officielle de ce site a été faite par le ministre des Mines et de la Géologie, Jean-Claude Kwasi. Nous sommes à 9 chantiers-écoles aujourd'hui. Ça veut dire que les populations ont une alternative. Au lieu de faire de l'orpaillage illicite, elles peuvent faire de l'orpaillage licite. Après la formation, elles sont installées sur des couloirs minéralisés. C'est une sorte de compromis du bon sens qui permet d'avoir des résultats satisfaisants en créant le moins de nuisances possible. C'est ce que nous souhaitons parce que c'est ce qui permet le développement durable. Pendant 4 mois, cette première promotion de 30 apprenants, dont 5 filles, seront formés aux techniques et méthodes d'exploitation minière artisanale et semi-industrielle. Une opportunité dont se réjouissent les impétrants. À partir du moment où ils savent ce que c'est que l'activité minière, ce que c'est que l'industrie minière, ils pourront monter leur propre business. Et ça va générer des emplois. Et je pense que ça va vraiment booster tout ce qui est l'industrie minière en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, l'État a décidé d'ouvrir des portes à la jeunesse pour pouvoir se former et puis pour pouvoir aussi mieux exploiter le minerai. Donc pourquoi pas saisir l'aubaine et aussi participer et puis apprendre. Je motive mes soeurs vraiment à s'ingérer dans cette activité, à vraiment être des géologues. Les jeunes ont été exhortés à s'approprier cette formation en vue de leur insertion professionnelle. Le pays va compter 12 chantiers écoles d'ici la fin de l'année 2020 pour une capacité de formation d'au moins 1200 artisans miniers par an. On va maintenant ouvrir le chapitre santé de cette édition et on commence par le cancer du sein, le cancer le plus fréquent chez les femmes selon l'OMS. En Côte d'Ivoire, ce sont entre 1200 et 1300 d'entre elles qui en meurent chaque année selon le programme national de lutte contre le cancer. Une femme atteinte de ce cancer a 85% de chances d'être guérie si elle se fait dépister et traiter précocement. C'est tout le sens des actions de Ecomédia, engagé depuis 2017 dans la lutte contre cette maladie avec l'ensemble des médias contre le cancer. Le lancement de la 4e édition a eu lieu jeudi dernier, ici même à Abidjan, à l'autorité nationale de la presse. C'était en présence de Lassinan Ouattara. Diagnostiquer tôt pour guérir, c'est le thème autour duquel vont se tenir les journées de mobilisation des médias contre le cancer du sein, JMMC. Les 8 et 9 octobre, mois consacré à la sensibilisation dans le cadre de la campagne mondiale. À cette occasion, le monde des médias ivoiriens se mobilise. Plusieurs actions sont prévues. Cette année, pour les GMMC, nous prévoyons de faire des conférences de presse, des visites dans des centres spécialisés avec des professionnels de médias, des journalistes, pour leur permettre de comprendre, d'aller au plus proche des malades et comprendre comment se passe le protocole de soins et ce qui se fait de mieux en termes de traitement au cancer du sein en Côte d'Ivoire. Également, nous aurons des concerts, un concert de levée de fonds pour permettre aux femmes malades
d'assurer les soins. Outre le dépistage précoce, puis les traitements avec un suivi régulier, il est aujourd'hui important d'apporter un soutien psychologique aux femmes atteintes de cancer du sein. À partir de 30 ans, une femme doit pouvoir non seulement faire l'autopalpation, mais consulter une fois par an un gynécologue, une sage-femme ou un médecin généraliste pour se faire examiner les seins. Et qu'à partir de 40-45 ans, une mammographie annuelle est toujours salutaire pour la détection précoce des cancers. Et il est important que la femme qui porte un cancer du sein soit soutenue par sa famille, parce que c'est un facteur de dépression, et qui dit dépression dit possibilité de progression rapide de la maladie. Dans le but de mieux impliquer et informer les acteurs de médias, 2 conférences sont prévues au cours de ces journées sur l'accès au traitement d'une part et sur les enjeux du diagnostic précoce d'autre part. C'est un problème de santé publique, la question du cancer. Donc c'est un problème social qui concerne toute la population. Et prendre une part active dans la sensibilisation, dans la lutte contre cette maladie, fait partie du rôle citoyen des médias que nous représentons. Ensuite, en tant qu'acteurs des médias, nous sommes aussi des citoyens, des membres de la société, donc des victimes directes ou indirectes du cancer. Donc, à ce double titre, nous devons nous mobiliser. L'année dernière, avec la campagne de sensibilisation des dépistages gratuits dénommée Médecins sans cancer, plus de 3000 femmes ont été dépistées gratuitement à travers plusieurs villes de Côte d'Ivoire. La 4e édition des JMMC verra la participation du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et celui de la Communication et des médias, mais aussi de personnalités issues de divers domaines qui mettent leur notoriété au profit de la lutte contre le cancer. Prudence, vigilance donc, attention au cancer du sein, mais aussi au monstre Covid qui est toujours parmi nous. Le virus a touché 30 700 000 personnes à travers le monde. Il en a tué 957 000. La Côte d'Ivoire a enregistré 69 nouveaux cas de Covid ces dernières 24 heures. 68 patients ont été déclarés guéris hier. Nous sommes à ce jour à 19 269 personnes infectées dans le pays pour 120 décès depuis l'apparition de la maladie le 11 mars 2020. Continuons de faire attention au virus en respectant les gestes barrières, car prendre soin de soi, c'est prendre soin des autres. Il faut se laver les mains régulièrement et soigneusement à l'eau et au savon. Il faut porter le masque de protection et il faut garder la distance entre vous et les autres. Ce coronavirus, c'est un peu le coup de grâce porté aux entreprises. La situation de crise a mis à genoux de nombreuses TPE, PME et PMI, des entreprises qui ont aujourd'hui besoin d'assistance. C'est l'objectif du collectif national des centres de gestion agréés qui vient de lancer un programme d'urgence en vue d'accompagner les entreprises adhérentes dans la mobilisation de ressources financières. Cheikh Koné Aboubakar. Ce projet de renforcement des capacités des PME pour accroître leur résilience post-crise Covid-19 concerne 300 entreprises et 60 centres de gestion agréés. Il s'étend depuis le mois de juillet jusqu'à décembre 2020 et comprend 3 composantes. La première composante concerne les PME. Ce sont donc des formations pour le renforcement de leurs capacités managériales et en termes de connaissance de culture financière. Le deuxième volet, la deuxième composante concerne les CGA eux-mêmes. C'est un renforcement de leurs capacités techniques et opérationnelles en matière d'accompagnement des PME. Le troisième volet, la troisième composante, non des moindres, c'est un accompagnement en termes d'équipement et en matériel, stock intrant pour les PME qui participent au projet et pour les CGA eux-mêmes. Dans le cadre de la crise à Covid-19, l'État ivoirien a mis en place différents instruments pour soutenir la relance des petites et moyennes entreprises. Le défi auquel nous faisons face, c'est bien sûr la capacité des entreprises parfois à pouvoir fournir la documentation nécessaire pour avoir accès à ce fonds-là. Les centres de gestion agréés, CGA, sont issus d'une directive de l'UEMOA depuis 1999. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire compte 111 CGA qui gèrent 27 000 entreprises assujetties, soit à l'impôt synthétique ou au régime du réel simplifié d'imposition. Alors, qu'est-ce que le CGA? Le CGA, si on le ramène au niveau de la direction générale des impôts, c'est
c'est une structure d'appui aux activités de la Direction générale des impôts. Structure d'appui en ce que le CGA lui-même a pour mission d'encadrer les petites et moyennes entreprises pour les sortir du secteur informel et venir dans la formalité. En clair, le centre de gestion agréé permet aux entreprises de se structurer et d'avoir une comptabilité fiable, ce qui permet d'asseoir les bases d'imposition. C'est un reportage signé Cheikh Koné du service économie de la rédaction. Il n'existe pas de meilleur exercice pour le cœur que d'aider quelqu'un à se relever. La fondation Abdourahmane Cissé veut aider les jeunes de Port-Bouët à se tenir debout et à se prendre en charge. Un fonds d'aide vient d'être mis en place dans la commune pour le financement de leurs activités génératrices de revenus. Les précisions de Jean-Marc Djadji. Le fonds d'aide pour les jeunes et les femmes, FACGEF, est désormais lancé dans la commune de Port-Bouët. Ce projet, initié par la fondation Abdourahmane Cissé, est une opportunité pour la jeunesse et les femmes de cette cité balnéaire du district d'Abidjan de créer des activités génératrices de revenus et de s'insérer dans la vie professionnelle. Nous trouvons que cela est bienvenu au niveau de Port-Bouët et surtout pour aider les femmes. Nos mamans souffrent beaucoup et cette initiative est la bienvenue pour aider les femmes. Nous avons, j'allais dire, un point essentiel commun, c'est l'autonomisation des femmes. Et c'est pour cette raison, le maire a bien voulu que nous venons soutenir cette initiative du ministre Abdourahmane Cissé, afin qu'ensemble, nous aidons nos frères, nos jeunes de la commune, pour qu'ils puissent prendre leur envol. Les populations de Port-Bouët pourront souscrire au fonds et bénéficier d'un financement allant jusqu'à 300 000 francs CFA sans un taux d'intérêt. Un crédit remboursable sur une période d'1 an, différé de 3 mois. Nous avons échangé avec les femmes et les jeunes au cours de ces derniers mois. Et le point qui revenait souvent, c'était « nous avons des idées, nous n'avons pas de financement ». C'est dans ce cadre qu'en tant que fils de Port-Bouët, j'ai jugé bon d'apporter ma contribution. Ceux qui ont des projets qu'ils souhaitent soumettre peuvent venir soumettre leur dossier. La fondation Abdourahmane Cissé cible plus de 1000 jeunes et femmes pour le financement de projets dans la commune de Port-Bouët. Et c'est connu, il n'y a pas d'outil de développement plus efficace que l'autonomisation des femmes. L'ONG Care International l'a compris, elle vient de présenter un projet à Akupé, à quelques 100 km, 140 km d'Abidjan. Un projet pour favoriser l'autonomisation des femmes rurales, celles exerçant principalement dans la cacao-culture. On en sait plus avec notre correspondant sur place, Herman Niamien. L'autonomisation de la femme rurale, principalement celle exerçant dans la cacao-culture, préoccupe l'ONG internationale CARE. En initiant le projet Autonomisation économique des ménages producteurs de cacao, elle veut leur donner les moyens de se prendre en charge. Nous avons constaté que dans la cacao-culture, les planteurs ont beaucoup de problèmes, ils prennent beaucoup de crédits et ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ils sont dans une chaîne, dans un engrenage. Alors, comme solution, on leur propose les AVEC, les associations villageoises d'épargne de crédit, qui sont des gens de banques au niveau local, dans laquelle ils vont déposer leur argent, ils vont pouvoir prendre des crédits et avec ces crédits, ils vont faire des activités génératrices de revenus qui vont leur permettre de pouvoir améliorer leurs conditions de vie. Ce projet financé à hauteur de 400 millions de francs CFA par l'industriel chocolatier Mas couvre les localités d'Abengourou, de Bétier, d'Anibilekuru et d'Akupé. Justement à Akupé, le projet a été présenté à toute la population afin qu'elle adhère massivement. Un an après, nous avons une autre approche que nous appelons le lien financier qui permet de mettre en contact ces femmes-là avec des banques avec lesquelles nous avons déjà négocié des produits spéciaux pour la communauté rurale. Et donc elles peuvent s'inscrire auprès de ces banques-là ou des microfinances, prendre des prêts pour pouvoir accroître les AGR qu'elles ont déjà commencé avec leurs petits moyens. Le représentant du préfet d'Akupé invite donc les populations à s'approprier ce projet afin de sortir de la précarité. Message accueilli favorablement par les participants qui s'engagent à s'impliquer véritablement afin d'assurer leur autonomie financière.
De retour ici à Abidjan, on va s'intéresser à la sortie de la 31e promotion des ingénieurs statisticiens économistes de l'ENCA. L'ENCA, l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée d'Abidjan. Ces nouveaux diplômés sont au nombre de 46. Ils se disent aptes à contribuer au développement de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Le récit de Jean-Luc Gbangbo. Ils sont issus d'une dizaine de pays africains. Ces 46 nouveaux diplômés qui reçoivent leur parchemin rejoignent ainsi le rang des ingénieurs statisticiens économistes formés à l'ENCA, l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée d'Abidjan. Nous allons demander de pouvoir toujours continuer de cultiver les mêmes valeurs qui nous sont inculquées par notre établissement, les vertus de rigueur, de discipline, de travail, qui sont celles-là même qui nous permettront de mieux nous introduire sur le marché professionnel. Cette 31e promotion s'est enrichie d'une série d'innovations introduites dans la formation des étudiants. Les statistiques, les big data, pour faire un clin d'œil à l'évolution de ce qu'est la data science, il y a les questions donc, du monde d'entreprise, vous savez, comment appliquer donc, les statistiques dans le monde d'entreprise pour le développement, les questions de finance et aussi les questions d'actuariat. Avec toute l'expertise dont ils disposent, après toute leur formation de base, ils sauront comment s'insérer sur le marché. Parrain de cette promotion, le directeur du cabinet du ministre du Plan et du Développement, Yeo Nawa, a encouragé ses filleuls à maintenir le cap de l'excellence dans leurs différentes entreprises. C'est en cultivant ces valeurs que vous parviendrez à exploiter votre potentiel et à contribuer efficacement à la croissance de vos structures d'accueil, au développement de vos pays respectifs et de notre continent. L'entrée à l'ENCA se fait exclusivement par voie de concours. Ouvert à tous les pays africains, les étudiants y reçoivent leur diplôme après 3 années de formation. Je vous le disais en titre, Washington assure que les sanctions internationales contre l'Iran sont de nouveau mises en place. Contre l'avis des pays membres de l'ONU, les Américains promettent de punir quiconque les violerait. Il y a un mois, le Conseil de sécurité avait rejeté une résolution des États-Unis contre l'Iran. Les Américains avaient alors prévenu qu'ils passeraient en force en utilisant le mécanisme dit snapback, un mécanisme qui permet en principe à Washington ou tout autre État signataire de forcer unilatéralement l'ONU à rétablir l'ensemble des sanctions imposées à l'Iran avant l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien. Le riz est l'aliment le plus consommé en Côte d'Ivoire. L'État s'assure donc qu'il soit toujours disponible et en quantité suffisante. Le ministre de la Promotion de la Riziculture était récemment en tournée dans les régions du Moronou et du Nzi. Gaoussou Touré est allé s'imprégner des réalités que vivent les acteurs de la filière. Godefroy Okambawa, reportage. En tournée récemment dans les régions du Nzi et du Moronou pour s'enquérir des réalités que vivent les producteurs de la filière riz, le ministre Gaoussou Touré a pu se rendre compte des potentialités de ces régions. Au groupe agricole Management Company Food and Commerce, l'un des leaders au plan national et sous-régional dans la transformation du riz paddy en riz blanc, c'est un accord cadre qui est signé. L'objectif est d'améliorer l'ingénierie et l'aménagement des parcelles rizicoles ainsi que le conditionnement des semences. Cet accord nous permet aujourd'hui d'être leader de poule dans les régions du Moronou, la région du Nzi, le Ulfou et le Beke. C'est des très grandes zones de production. C'est une joie immense, mais ça ne s'arrête pas à ça. C'est une mission qu'on nous a assignée. Il faut pouvoir faire cette mission-là, encadrer les producteurs, encadrer les transformateurs et faire de la Côte d'Ivoire un grand pays émergent dans le domaine de la riziculture. L'autonomisation alimentaire en Côte d'Ivoire, une priorité pour le gouvernement. Un engagement mis en œuvre par le ministère de la Promotion de la Riziculture qui accompagne des initiatives dans la filière. Au niveau de l'État, il s'agit d'apporter tout l'appui nécessaire aux leaders de poules pour faciliter l'acquisition des intrants et ensuite mettre en place le fonds de roulement qu'il faut pour que le leader de poule puisse acheter au comptant toute la production de la zone à lui attribuer. La stratégie nationale pour le développement de la riziculture, née de la volonté du président de la République, Alassane Ouattara, vise à terme l'atteinte des objectifs que sont la satisfaction à l'horizon 2025 de l'ensemble des besoins de consommation nationale en riz blanchi de bonne qualité
et l'exportation à l'horizon 2030. Le Dimanche Magazine, c'est maintenant. Notre invité nous a rejoint en plateau. C'est M. Justin Kofi, le directeur général de l'ARE, l'autorité de régulation du système de récépissé d'entreposage. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, de quoi il s'agit, ne vous en faites pas, vous saurez tout après notre entretien. Monsieur le directeur général, on va commencer par cet élément vidéo qui nous est proposé par Cheikh Koné Aboubakar. Le système de récépissé d'entreposage est un mécanisme innovant d'appui au développement de l'agriculture et de l'agro-industrie. Cet outil permet aux agriculteurs de déposer des marchandises stockables en échange d'un récépissé d'entrepôt. Cette alternative constitue pour les opérateurs économiques agricoles un moyen d'accès au financement des établissements de crédit et des systèmes financiers décentralisés, à l'image de la lettre de change, du billet à ordre ou du bordereau de gage de stock. En effet, le financement par récépissé d'entreposage est une méthode de financement pour laquelle des prêts sont consentis contre des biens détenus en garantie dans un entrepôt. Le gestionnaire d'entrepôt émet un récépissé pour les marchandises stockées et ces dernières sont utilisées comme garantie mobilière lors d'une demande de prêt auprès d'une institution bancaire. Il a été introduit en Côte d'Ivoire par le gouvernement en 2015 afin de redynamiser la filière agricole, ce qui a permis de passer du système de la tierce détention, hérité de la culture café-cacao, à celui du récépissé d'entreposage. Un organe chargé d'assurer une régulation efficace et transparente de ce système a été créé. Il s'agit de l'autorité de régulation du système de récépissé d'entreposage. Ses missions sont entre autres de mettre en place un système de contrôle des récépissés d'entreposage électronique, fiable et sécurisé, en conformité avec les objectifs de la bourse des matières premières agricoles et de construire un système de stockage intelligent pour les produits agricoles. À cet effet, 108 parcs du système d'entreposage dans les zones de production de l'anacarde sont en cours de construction. Directeur général, c'est quoi exactement le système de récépissé d'entreposage et comment il fonctionne? Merci. De façon simple, quand vous prenez un producteur, M. Cissé par exemple à Odiéné, s'il a 2 sacs d'anacarde, il va le déposer dans un magasin qui est agréé. Contre ces 2 sacs d'anacarde, nous lui émettons un titre, un ticket, qui est le récépissé d'entreposage, qui permet à M. Cissé d'aller dans une banque ou voir un tierce ou dans n'importe quel établissement financier ou n'importe quel acheteur final pour négocier ce titre-là. Ce qui permet au producteur d'avoir son stock déjà en sécurité, en qualité et en quantité, et garantir son revenu puisque personne ne peut payer en dessous du prix fixé au producteur. De façon technique, c'est un organisme, un outil innovant qui a été introduit par la vision du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, en 2015. C'est une loi, la loi 538 du 20 juillet 2015, prise par l'Assemblée nationale, donc qui a été votée et qui instaure ce nouveau mécanisme. Et ce nouveau mécanisme a des acteurs qui sont ceux qui détiennent les magasins, ceux qui font le contrôle, et des parties prenantes, ceux qui vont interagir donc avec ces acteurs, qui sont les déposants, les producteurs, les banques, les acheteurs finaux, qui sont les transformateurs des produits agricoles et les exportateurs. Et tout cela doit être mis en musique par un organe de régulation qui lui-même a été créé en 2016 par les décrets 504 et 505 qui assurent donc la régulation avec une plateforme électronique, avec un cadre organique composé d'un conseil d'administration et d'une direction générale. Et ça, c'est l'ARE, l'autorité de régulation des récépissés du système d'entreposage. Vous avez parlé des différents acteurs qui sont les gestionnaires d'entrepôts. Nous avons aussi les inspecteurs d'entrepôts, les contrôleurs de poids, le tiers détendeur, comme vous l'avez dit. Mais le système ne concerne pas que les filières agricoles, monsieur le directeur général. Bien sûr, le système d'entreposage, la loi est exhaustive. C'est-à-dire ça part des produits, des matières premières agricoles ou non, des produits manufacturés, des produits finis. Mais l'esprit de la loi, quand le président émet la vision, c'était d'arriver à trouver un mécanisme qui nous permette à forte valeur ajoutée, à fort potentiel de valeur ajoutée, qui permette à l'économie ivoirienne, dans sa transformation structurelle, de pouvoir engranger le maximum de devises concernant les producteurs, et bien entendu concernant l'employabilité des jeunes et des femmes en Côte d'Ivoire. Donc un des pans, c'est
la chaîne de valeur agricole et agro-industrielle. Donc, la transformation des matières premières sur place dans les zones de production. Quelles sont les filières qui sont éligibles, les filières agricoles qui sont éligibles au SRE, au système de récépissé d'entreposage? Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, après une étude qui a été faite par le PESAC et bien entendu bien avant avec d'autres partenaires en compagnie de nous-mêmes, il y a 23 produits éligibles. Mais ces produits peuvent être classés de deux façons. Il y a les produits secs, les produits de rente, par exemple le cacao, le café, l'anacade, le maïs, le riz, la cola. Et puis il y a les produits frais, qui sont les produits vivriers. Donc d'un côté, il s'agit pour nous, pour les produits secs, d'aller à la chaîne de valeur et la chaîne de valeur agro-industrielle, à la transformation localement, et donc permettre de garantir les revenus des paysans, développer les zones rurales. Et de l'autre côté, les cultures vivrières, il s'agit de lutter contre les pertes post-récolte qui, ma foi, vous avez entre 30 et 40% de pertes post-récolte sur les cultures vivrières. Ça permet de lutter contre la vie chère d'une part, et d'autre part, ça nous permet de pouvoir nourrir nos populations, vu que les pertes post-récolte représentent environ 4 milliards de dollars et qui peut nourrir 48 millions de personnes. Et si c'est entreposé, on peut le conserver longtemps, même hors saison, on peut utiliser tous ces produits. Tout à fait. L'objectif de l'entreposage intelligent, dont votre élément a parlé, c'est d'assurer la conservation des produits dans des entrepôts aux normes, qu'ils soient pour des produits secs ou des produits frais, donc entrepôts réfrigérés, le temps d'une saison. Donc ça permet de disposer du produit le temps d'une saison. Pour les transformateurs de matières premières agricoles, pour les petits usiniers, ça permet d'approvisionner un mécanisme d'approvisionnement constant. Quand je prends l'anacade, vous avez une campagne qui dure 4 mois et nous produisons aujourd'hui 930 000 tonnes. Près d'un million de tonnes. On transforme moins de 10%. Alors que la chaîne d'évasion transforme 50% de l'anacade. Nous avons plus de 300 000 emplois. Nous avons des emplois. Et qu'est-ce que vous faites pour que cela arrive, la transformation de l'anacade? Nous travaillons sur l'instruction du gouvernement pour que le système se déploie. La preuve est qu'on a recensé 266 entrepôts éligibles, mais qui doivent être mis aux normes, et cela nécessite des moyens. Et nous avons contacté le secteur privé, notamment des entreprises extérieures, qui nous accompagnent pour mettre en place 108 entrepôts intelligents. Ce sont de véritables parcs industriels, et dont l'impact est d'avoir 500 000 tonnes d'anacade présentiellement sur le territoire, et qui permettront donc d'installer des unités industrielles dans les zones de production. Et quel est le lien justement entre l'entreposage, le système d'entreposage et la création d'entreprises ici, la création de produits manufacturés, la création de filières de transformation des produits agricoles? Bien sûr. Il s'agit, vous savez que le président Houphouët-Boigny, en 1980, lorsqu'il y a eu la détérioration des thèmes de l'échange, a émis un vœu qu'il faut mettre en pratique. Il a dit que c'est quand on va arriver à transformer les matières premières sur place que nous pouvons discuter sur le profit que nous pouvons engranger, aussi bien pour les braves paysans que pour toute la chaîne et naturellement pour la jeunesse. Donc aujourd'hui, ce n'est pas de développer des entrepôts dans des zones portuaires destinées à l'exportation, mais il s'agit de développer des entrepôts aux normes selon les produits cultivés dans les zones de production. Je prends un exemple. Vous arrivez à Hermakono, entre Divo et Tiasalé, vous allez voir une forte production de gingembre. Il s'agit pour nous de faire une étude de façon à ce que le gingembre soit stocké à Hermakono, et lorsqu'il est stocké, celui qui avait besoin du produit pour aller jusqu'au Vietnam ou à Azerbaïdjan pour aller le transformer, préférera venir mettre en face de cet entrepôt une unité industrielle pour absorber la matière première. D'accord. Et si moi je suis planteur, j'ai envie d'obtenir un récépissé, comment je procède? C'est très simple. Vous êtes planteur, vous êtes à, je prends un exemple, à Tunzwebo, chez moi. Vous êtes là-bas, vous avez votre manioc. Nous développons un système de stockage intelligent qui est à Tunzwebo, qui est agréé. On vous informe que désormais, quand vous produisez, vous partez déposer votre manioc dans l'entrepôt qui est dédié pour, et vous ne vous souciez plus de savoir ni les conditions de stockage, ni qui va l'acheter après. Le système se charge, en conformité naturellement avec la mise en place de la bourse des matières premières, de vous trouver l'acheteur final. Et l'avantage est que personne ne peut payer le prix en dessous du prix fixé par le gouvernement.
D'accord. Et aujourd'hui, on remarque que les infrastructures de stockage sont principalement, sinon quasi totalement détenues par le privé. L'État ne crée pas d'infrastructures de stockage, d'entrepôts? Bien. Il y a eu un temps où le président Houphouët-Boigny avait installé des magasins généraux. C'était dans la perspective de procéder à cette transformation, à cette captation de la valeur ajoutée. Mais aujourd'hui, l'arrêt, une des missions de l'arrêt, c'est de promouvoir des entrepôts intelligents en fonction dédiés aux 23 produits dont je vous ai parlé. Donc aujourd'hui, le secteur privé est représenté dans le conseil d'administration, aussi bien que l'État. Donc l'objectif pour l'État, c'est de faire en sorte qu'il se désengage avec un organe de régulation et permettre que le business se fasse par le gestionnaire d'entrepôt, d'une part, et d'autre part, que l'organe de régulation permette à ce que les producteurs et les transformateurs et tous ceux qui investissent dans les zones rurales. L'objectif du président Ouattara, c'est que les zones rurales soient transformées en zones de prospérité en introduisant ce mécanisme. Et vous parlez de business, on peut espérer que le business ne se fasse pas avec des entrepôts de complaisance. Non, non, naturellement, vous pouvez venir à l'arrêt, nous faisons les choses sérieusement. Nous-mêmes, nous sommes enseignants-chercheurs et donc nous sommes très pointilleux sur les détails. Et les planteurs, ils adhèrent au projet? Oui, aujourd'hui, ils n'attendent que le système soit véritablement implémenté et déployé sur l'ensemble du territoire. Nous nous sommes déplacés pour aller dans les zones de production. Nous les avons rencontrés. Ils sont venus à notre siège. Ils sont venus avec les partenaires techniques et financiers qui sont l'IFC, la SFI et la Banque mondiale pour des formations. Aujourd'hui, pour eux, c'est qu'on leur dise, comme des malades qui attendent des hôpitaux, qu'on leur dise d'aller déposer leurs produits. Mais pourquoi vous n'êtes pas encore déployé sur l'ensemble du pays? Bon, c'est inhérent, c'est un nouveau, je vous ai dit, nous, on a pris fonction en tant que premier directeur général le 8 février 2017. Donc c'est inhérent. 3 ans déjà? Oui, 3 ans déjà. La première année, il fallait mettre en place les tests, le cadre organique. La deuxième année... Mais vous serez partout quand? Vous serez sur tout le territoire quand nous aurons le financement complet de nos budgets, nous avons un plan stratégique. Monsieur le directeur général, vous n'avez pas de financement et vous appelez les producteurs à venir vous voir. Le gouvernement s'y attelle et permettez-moi de traduire ma reconnaissance à Monsieur le Premier ministre, son Excellence Ahmed Bakayoko, qui a réuni un comité interministériel il n'y a pas longtemps pour se pencher sur le financement effectif de cet outil innovant qui permettra de changer carrément la donne. Comme je vous l'ai dit, in fine, c'est de transformer les zones rurales en zones de prospérité. D'accord, mais vous n'êtes pas prêt, monsieur le directeur général, et vous appelez les producteurs à venir. Quand ils vont venir, vous n'avez pas encore de moyens, n'est-ce pas? Le peu que nous avons eu, quand même, on n'est pas resté les bras croisés. Nous avons quand même agréé des entrepôts, nous avons des sites et nous allons accompagner la bourse des matières premières agricoles à se lancer. Quand vous arrivez à Zata, à Yamsokro, on a un entrepôt entre Zata et Tumbukro. Monsieur le directeur général, vous répondez à ma question sans vraiment y répondre. Le président de la République vous regarde, le Premier ministre dont vous avez parlé tout à l'heure aussi. Vous n'avez pas les moyens, vous en avez besoin pour vous étendre sur tout le pays, n'est-ce pas? Oui, les moyens, ça viendra puisque nous les avons identifiés. D'accord, vous les avez identifiés, ils viendront donc. Et on parle de gros sous, on parle de beaucoup d'argent. Et alors que vous émettez ces récépissés via Internet, plateforme électronique, c'est sûr, c'est sécurisé, c'est fiable, parce que des planteurs qui procèdent ainsi, est-ce qu'il n'y a pas de risque de perdre de l'argent? Il y a beaucoup de hackers aujourd'hui. Oui, tout à fait. C'est pour ça que, comme le dit le président Houphouët-Boigny, c'est parce qu'on est pressé qu'on va doucement. Nous avons pris le temps. Le récépissé, il est électronique, mais nous avons pris le temps de le faire en physique, en matériel, mais sur des documents qui sont sécurisés comme les billets de banque. Et nous avons des systèmes de contrôle, bon, je ne vais pas vous les évoquer ici, mais qui nous permettent à temps réel, aussi bien en connexion avec le gestionnaire d'entrepôt, avec les banques, qu'avec nous-mêmes, nos services techniques. Et les banques s'impliquent dans le projet? Les banques s'impliquent dans le projet dans la mesure où ils sont même membres du conseil d'administration, mais ils ont une forte exigence, c'est de mettre en place ce qu'on appelle le fonds d'indemnisation ou de garantie, qui leur permettent, en dehors des assurances qui existent, d'être confortables dans le financement des stocks qui vont passer dans le système. Et vous êtes en train de le mettre en place, ce fonds? Ben, nous sommes adressés à notre propriétaire, c'est le gouvernement. La tutelle. De façon à la tutelle, de façon à ce que le mécanisme puisse être mis en place, que les filières agricoles éligibles au système de récépissé, puisque c'est un instrument qui est à leur disposition, qui va favoriser la commercialisation, puissent constituer ce fonds afin que les banques soient confortables dans le financement de nos braves paysans. Et ce fonds s'élève à combien?
Bon, pour le moment, dans le premier plan stratégique de 2020, là, le fonds s'élève à 2,3 milliards, ce qui représente environ 5% de la capacité installée de 100 000 tonnes pour la transformation de la... Et vous-même, votre fonds, pour que vous fonctionniez, ça s'élève à combien? Bon, on ne va pas parler de notre budget ici, mais ce n'est pas beaucoup. Le gouvernement a été saisi. D'accord. Je pense que c'est en bonne voie. Et vous êtes créé depuis 2015, nous sommes en 2020, vous n'avez pas encore les moyens. Nous savons que vous avez 3 produits qui sont en bourse, la bourse des matières premières, oui, dont l'anacarde, oui, le maïs. Oui, et la cola. Et la cola. Il faut savoir que le SRE, bon, ça doit rentrer dans le vocable. Le oui, SRE, c'est le système de récépissé d'entreposage. Oui. Lui, il a été créé en 2015. Mais l'organe de régulation a été créé en 2016. Créé en 2016. Et vous êtes déjà en 2017. Oui. Voilà. Et donc, tout ce système-là nous permettra, donc, comme je l'ai dit, de transformer naturellement tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut, mais il vous faut des moyens, monsieur le directeur général. Oui, oui. Merci. Oui, mais en dernier lieu, je souhaiterais vous dire qu'un système de récépissé tel qu'il est mené, s'il est implémenté comme il le faut, d'ici 3 ans, un paysan en Côte d'Ivoire pourra vendre son produit, sa récolte, sur un téléphone à partir de son champ. Vivement donc que le gouvernement vous entende et qu'il s'exécute, parce que votre objectif, c'est, comme vous l'avez dit, c'est de faire des zones rurales, des zones de prospérité. Merci, Monsieur Kofi. Merci beaucoup. Justin Kofi, directeur général de l'autorité de régulation du système de récépissage, de récépissé d'entreposage. Nous y arrivons. Vous êtes venu nous parler de ce système de récépissé mis en place par l'État pour faciliter le financement des acteurs de l'agriculture et de l'agro-industrie. Merci encore d'être venu sur le plateau du 13h. Bon retour chez vous et bon vent, bonne chance à l'arrêt. 45 minutes d'information en cette mi-journée. J'espère que vous avez pris grand plaisir à nous suivre. Nous avons été très heureux d'être en votre compagnie. Avec moi, la chef des éditions, Michel Mambo, les réalisateurs Jacques Brou et Arlène Poca, les membres de la technique et toute la dynamique équipe en régie. Merci de votre grande fidélité et votre confiance sur la RTI. Le meilleur, c'est ici.